Nous reprenons ensuite la route et quittons la Bucovine pour rejoindre le cœur de la célèbre région roumaine, la Transylvanie. Après une nuit de repos, nous atteignons les gorges de Bicaz. 8 km de route étroite et sinueuse, bordée de parois abruptes au sommet rocheux. Le spectacle est incroyable malgré le temps couvert. Trop beau cette route. Ouais, c'est incroyable. Encore une fois, avec la neige, ça rend encore plus joli. Il n'y a pas de neige tout en bas, mais là on monte, il y a de la neige. Et c'est féerique. Je pense que c'est le mot féerique. Grave. Ce matin, il a fait super froid cette nuit et le problème qu'on a, c'est que nos tuyaux d'évacuation d'eau ils sont sous le camion, donc ils ont gelé, surtout celui de la douche. Donc forcément on s'en est rendu compte après la douche, et donc le problème c'est que le bac de douche est plein d'eau et ça s'évacue pas. Donc j'essaie de trouver une solution pour dégeler tout ça. En fait on a deux tuyaux. Alors dans le premier tuyau, c'est celui-là, c'est celui de la douche, et c'est celui qui a l'air d'avoir congelé, parce que je pense qu'il y a toujours un peu d'eau qui reste dedans. Et ça c'est une vanne anti-retour, ça peut être congelé dedans, on va voir. Bon, c'était bien la vanne anti-retour qui avait dû geler un peu à l'intérieur, je l'ai démontée et le problème est réglé. Je vais en profiter pour la nettoyer maintenant qu'elle est démontée, parce qu'elle prend quand même pas mal de crasse. Bon, par contre on est passé pour des gros dégueux, parce que forcément la douche du coup elle s'est vidée par terre sur le parking où on était garé, mais bon, on n'avait pas trop le choix. Bon, il y a un truc qui est vraiment relou par contre en van quand on est en hiver, c'est l'humidité et la condensation qu'il y a un peu partout dans la cabine, surtout vu que la cabine à l'avant elle n'est pas isolée. Le truc le plus chiant le matin, c'est la condensation qui est sur le pare-brise. Avant on passait un temps fou à essayer de l'essuyer, à mettre la ventilation à fond, et on a acheté un truc qui est super bien sur les conseils de Germain. C'est ça. C'est un aspirateur à eau, en gros c'est pour nettoyer les vitres et c'est hyper pratique. De nouveau, nous reprenons la route pour nous enfoncer en Transylvanie et découvrir un autre aspect du patrimoine roumain classé à l'UNESCO, les églises fortifiées. Celle qui nous a le plus marqué est celle de Viskri. Le village de Viskri, dans sa globalité, il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et en fait, c'est un village qui date du XIIe siècle, donc il est quand même super vieux. Et à l'origine, c'est un village saxon. Et d'ailleurs, l'église, on l'appelle la Weißkirche, qui veut dire l'église blanche en allemand. Et sur les façades des maisons, c'est assez rigolo parce qu'on peut voir le nom du premier propriétaire, la date de construction de la maison et aussi la date à laquelle elle a été rénovée pour la dernière fois. Et donc la maison la plus vieille du village, elle a 300 ans. C'est assez fou quand même de se dire qu'elle a tenu pendant 300 ans. Derrière moi, on peut voir l'église fortifiée de Viskri. Donc les églises fortifiées en Transylvanie, c'est quelque chose. Il y en a d'ailleurs 7 en tout qui sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc c'est pour dire. Et en fait, c'est assez impressionnant quand on la visite. On peut monter dans les tours et on voit vraiment que les fortifications, elles sont tout près de l'église. Après, celle-ci, c'est l'une des plus petites, donc on se rend vraiment bien compte de cet aspect fortifié. C'est assez impressionnant et super joli à voir. Pas trop grand, Julien ? Non, ça va. Je vois pas vraiment la vue, mais c'est chouette.
Roumanie, ils se chauffent essentiellement au feu de bois, à la cheminée en fait. Et du coup, à la nuit tombée, on voit que toutes les cheminées sont allumées. Et ça fait comme un brouillard, une brume au-dessus des maisons. Bon, on est de retour au garage. On a une grosse fuite là de liquide de refroidissement. Mais quand je vous dis grosse, c'est vraiment grosse, c'est que on peut mettre 2 litres de liquide de refroidissement et le lendemain, il faut remettre 2 litres quoi. Donc on peut pas rouler comme ça. En plus, en Roumanie, hier, c'était le jour national, la fête nationale. En fait, on est arrivé il y a 2 jours à Brasov pour trouver un garage. Il y a 2 jours, c'était férié. Hier, c'était férié. Aujourd'hui, on est vendredi. Il y a beaucoup d'entreprises qui font le pont. Ouais. Donc là, on a enfin trouvé un garage qui était ouvert. Mais franchement, c'est un peu stressant quand même, parce qu'en plus, il n'y a pas que ça. Encore, c'est pas grave si on restait bloqué une semaine en Roumanie, ça aurait pas été trop grave. Mais en fait, dimanche, donc dans 10 jours, il faut absolument qu'on soit à Istanbul parce que ma soeur arrive à Istanbul nous voir. Donc clairement, mauvais timing quoi. Mais c'est toujours comme ça. On a profité du coup pour aller visiter la ville, même s'il faisait pas très beau, c'était hyper sympa. Vu que c'était la fête nationale, il y avait beaucoup de monde et il y avait même un défilé militaire dans le centre-ville. C'était assez chouette à voir, on était hyper contents. Et du coup ce matin on a pu trouver un garage ouvert. Le fourgon il est au garage en ce moment en train d'être réparé. Normalement d'ici ce soir ce sera bon. Et en attendant on revisite la ville aujourd'hui, cette fois-ci sous le soleil. On voulait aussi profiter d'être à Brasov dans une grande ville pour parler d'un sujet qui est super important à nos yeux, c'est celui de la différence du niveau de vie qu'il peut y avoir entre des pays de l'Europe de l'Est comme la Roumanie et des pays d'Europe de l'Ouest comme la France par exemple. Parce que quand on est arrivé en Roumanie, on a été hyper surpris parce qu'on est arrivé dans une grande ville, on est arrivé dans Cluj, la deuxième plus grande ville du pays. Et un peu comme ici à Brasov, et ben en fait, quand on arrive dans la ville, on ne se rend pas compte de la différence de niveau de vie. Parce qu'on arrive sur des belles routes, on passe devant des grands centres commerciaux Carrefour. Dans le centre-ville, les bâtiments sont en super bon état, super bien rénovés. Il y a les mêmes voitures qu'en France. Les gens sont habillés comme en France. Et en fait, on se rend pas du tout compte que le pays est beaucoup plus pauvre que la France. Et en fait, il faut sortir un petit peu des centres-villes pour s'en rendre compte. Puisque déjà en périphérie des villes, on va trouver des quartiers qui sont beaucoup plus délabrés et beaucoup moins entretenus que ce qu'il peut y avoir dans les centres-villes. Et quand on s'éloigne encore un peu pour aller dans les campagnes, c'est là qu'on se rend compte vraiment de la différence de niveau de vie. Parce qu'on va voir beaucoup plus de gens qui vont par exemple se déplacer à pied, à vélo ou avec des charrettes tirées par des animaux, parce que tout simplement ils n'ont pas les moyens d'avoir une voiture, parce que déjà au-delà d'acheter une voiture, il faut pouvoir mettre de l'essence dans la voiture. Il faut bien se dire que si nous en France on trouve que 1,80€ litre pour de l'essence ou du gasoil c'est cher, et bien ici le tarif est à peu près le même, sauf que les salaires ils sont au moins 3 fois inférieurs, donc clairement c'est pas du tout le même niveau de vie. Et même en se baladant dans les campagnes aussi on se rend compte que c'est un pays qui est beaucoup plus rural que ce qu'on pourrait trouver en France. Il y a beaucoup plus de fermes, beaucoup de gens qui vivent de l'agriculture. Et on voit bien qu'ils sont beaucoup plus pauvres que ce qu'on pourrait trouver dans les villes roumaines, qui vivent dans des fermes assez délabrées en général. Et c'est pour ça que c'est hyper important de sortir des villes et d'aller voir la vraie vie en fait dans ces pays-là, parce que quand on se fait juste un petit week-end en avion, et ben on atterrit souvent dans la capitale, on visite que la capitale. Donc oui, les restaurants et les bars vont être un peu moins chers que ce qu'on pourrait trouver en France, mais à nos yeux en tout cas, on peut pas se rendre compte de la vraie différence de niveau de vie qu'il y a en restant dans les grandes villes. Après cette pause forcée de quelques jours à Brasov, nous reprenons la route pour notre plus grand bonheur. Direction la fameuse route de montagne, la Transfagarasan, qui monte jusqu'au lac Balea. Cette route est malheureusement fermée depuis quelques semaines déjà, suite aux premières chutes de neige dans la région.
En Roumanie, il y a une route assez mythique, c'est la Transfagarasan. C'est une route qui traverse la Transylvanie et qui monte assez haut dans les montagnes, qui monte à plus de 2000 mètres d'altitude. Il paraît qu'elle est magnifique. Malheureusement, on va pas pouvoir la faire parce qu'elle est fermée, en tout cas la partie qui est la plus haute est totalement fermée à cause de la neige depuis 2-3 semaines. Et on comprend pourquoi, parce qu'aujourd'hui on est monté, mais on n'est pas monté en voiture, du coup on est monté en téléphérique. Et en fait, il y a énormément de neige. On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait déjà autant de neige. Et pour tout vous dire, on est monté pour venir voir le lac Baléa. Et en fait, au début, on n'a pas trouvé le lac, mais tout simplement parce que le lac il est totalement gelé et recouvert par la neige. Donc on n'aura pas vu le lac, mais par contre, c'était incroyable de venir voir la neige à plus de 2000 mètres d'altitude. La brume qui commence à entourer le château de Pelès nous pousse à prendre la route rapidement. Nous décidons de parcourir les 3 heures de route qui nous séparent de Berka dans la soirée pour découvrir les volcans de boue le lendemain. Bon, avant de prendre la route, la petite routine du bon van lifer, on doit vérifier que tout est rangé, qu'il n'y a rien à traîner. Donc on va ranger tout ce qui traîne. Là, ça va, là, il n'y a pas grand chose. Et ensuite, il faut vérifier que les tiroirs sont bien fermés et verrouillés. Sinon, au premier virage, il y a tout qui se roule et tout qui se casse la gueule. Et ensuite, on éteint aussi la pompe pour éviter qu'elle s'allume quand on roule. Parce que ça nous est déjà arrivé une fois que le robinet s'ouvre. Alors on n'a pas compris comment, mais peut-être avec les vibrations qui s'ouvrent pendant qu'on roulait. Et s'il y a la planche dessus, c'est un peu la merde. Donc là, c'est bon. On y va. Bon allez, c'est parti. L'idée même des volcans de boue nous intrigue, mais nous ne savons pas vraiment à quoi nous attendre. Nous commençons par nous diriger vers les grands volcans de boue. Depuis le sentier balisé, nous entendons très bien les gargouillements qui proviennent des entrailles de la Terre. Finalement, le plus impressionnant ici, c'est le paysage lunaire de ce site naturel. Nous reprenons la route vers le second site pour observer cette fois-ci les prénommés petits volcans de boue, situés à 15 minutes de route des grands volcans. Ici, pas de sentier. Il est possible de se balader au plus proche des cratères. Le sol argileux est glissant. Nos traces de pas le marqueront pendant quelques mois. Le relief est celui d'un paysage désertique et lunaire,
avec des dizaines de cratères. Les sons qui sortent de la Terre sont bien audibles et précèdent les bulles de gaz qui agitent la surface des cratères. Notre préférence va à ces petits volcans de boue qui n'ont rien à envier à leurs grands frères. On est arrivé au fameux volcan de boue. Donc ici, on est sur un site naturel où il y a des cratères de volcans de boue. C'est assez surprenant à voir et en fait, c'est lié à une activité qui est située 6 km sous terre où il y a des poches de gaz qui vont remonter à la surface et entraîner avec elles de la boue. Et donc à la surface, on va pouvoir observer ces bulles de boue en fait. C'est très surprenant et très captivant à voir. On peut rester vraiment des dizaines de minutes à juste regarder les bulles qui se forment et ça va former aussi des coulées de boue. Donc c'est vraiment surprenant. C'est sûrement pas aussi impressionnant que des volcans à lave, mais franchement, ça vaut le coup d'œil. Pour faire durer encore un peu plus le plaisir, nous prenons la direction d'un troisième site. La piste pour y accéder n'est pas simple, étroite, pentue et boueuse. Nous sommes contents d'avoir investi dans de bons pneus pour ce voyage. Plus confidentiel, nous terminons cette belle journée avec des volcans de boue en effervescence qui grondent devant le soleil couchant. Les plus impressionnants. Est-ce parce que nous sommes en hors-saison ou parce que ces sites naturels sont encore confidentiels ? Mais nous avons pu en profiter complètement seuls, à n'entendre rien d'autre que le grondement des entrailles de la Terre. C'est le troisième site qu'on fait aujourd'hui des volcans de boue. Celui-là est vraiment impressionnant. Il est un peu dur d'accès, mais ça vaut vraiment le coup parce que les cratères sont immenses et les bulles qui en sortent sont aussi immenses et ça fait tellement de bruit, c'est hyper impressionnant. Après une route bien bosselée, nous retrouvons avec bonheur de l'asphalte bien lisse pour quelques kilomètres seulement. Depuis que nous avons quitté la Transylvanie, l'état des routes est bien moins bon. Et il nous reste encore 3 heures de route pour atteindre la Bulgarie, que nous traverserons rapidement avant d'arriver en Turquie. Vous l'avez sûrement compris, nous avons tous les deux eu un gros coup de cœur pour la Roumanie, un pays bien loin des clichés que nous pouvons avoir. Mais comme partout, il y a aussi des points négatifs. Et en Roumanie, nous avons été choqués par l'importante quantité de déchets présentes dans les cours d'eau et au bord des routes. On espère que nos aventures en Roumanie vous ont donné envie de découvrir ce magnifique pays et on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Allez, ciao!